Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Il y a des épisodes qui ne ressemblent pas aux autres, parce qu'ils viennent toucher à quelque chose de très profond, quelque chose dont on parle encore trop peu, ou souvent maladroitement. Perdre un bébé, c'est une réalité que beaucoup de femmes, de couples traversent, et pourtant, ça reste entouré de silence. Alors dans cet épisode, l'idée ce n'est pas de donner des réponses, c'est d'ouvrir un espace. Un espace pour poser des mots, pour reconnaître ces bébés, mais aussi et surtout pour que celles et ceux qui traversent ça puissent se sentir un peu moins seuls et peut-être trouver ici un peu de soutien. Bonne écoute! Bonjour Kouloutine, je suis très heureuse de t'accueillir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cet échange pour parler d'un sujet qui est très sensible. Tu as vécu plusieurs arrêts naturels de grossesse, une réalité qui est encore trop silencieuse, trop minimisée. À travers de ton compte À nos bébés partis trop tôt et ton documentaire Merci pour ta visite, tu mets des mots, des images et surtout de la reconnaissance sur ces bébés qui sont partis trop tôt et sur les parents qui, eux, restent. Aujourd'hui, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle de ton chemin, de ce que ces épreuves ont bouleversé en toi et de la façon dont tu t'es relevé aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, enchantée à tous les auditeurs et merci beaucoup Alicia pour l'invitation. Pour moi, c'est précieux de pouvoir venir partager ce qui fait mon parcours, mais qui finalement comprend beaucoup de communs avec d'autres parcours. Eh bien, je suis Koultine Ramonja, je suis artiste multifacette. J'aime bien dire que je suis artiste de l'intime parce que à travers tous les médias artistiques que je rencontre et les créations que je fais, j'essaye de rendre visibles beaucoup de sujets qui sont soit tabous, soit encore trop peu visibles dans la société. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous partager ton histoire à ton rythme? Oui, bien sûr. Donc, mon histoire reliée au deuil périnatal, il y a 10 ans, j'ai perdu plusieurs bébés. Et j'ai perdu ces bébés au milieu d'un parcours qui était déjà compliqué pour avoir un enfant. Donc c'est vrai qu'en tout cas, dans mon cas, ça m'a rajouté de la difficulté et beaucoup d'émotionnel et beaucoup d'émotions très fortes du type de la culpabilité, de la honte. Parce qu'en gros, ça faisait à peu près une dizaine d'années, je pense. Pendant une dizaine d'années, j'ai essayé d'avoir un enfant et je suis pas du tout rentrée dans un parcours PMA parce qu'il n'y avait pas de problématiques spécifiques qui ont été identifiées. Et donc, j'ai perdu un premier bébé, ce qu'on appelle du coup une fausse couche, que je dirais plutôt arrêt spontané de grossesse. Donc là, c'était vraiment au premier trimestre de grossesse, à la fin du premier trimestre de grossesse, 2 jours avant l'échographie du 3e mois. Et puis après, j'ai perdu un deuxième bébé qui, lui, nous a plongé dans une démarche d'IMG, donc d'interruption médicale de grossesse, parce que il y avait plusieurs anomalies qui ont été constatées et qui n'avaient rien à voir entre elles et qui du coup faisaient état de plusieurs pathologies graves. Donc on a dû comme ça cheminer dans ce parcours autour de l'IMG, de savoir, donc on était encadré et accompagné bien sûr par une équipe médicale et un psychologue, mais il y a toute cette phase où on doit cheminer pour dire oui ou non je vais faire ce choix et après oui ou non je vais mettre une date, parce qu'après il y a la question de mettre une date. Donc il y a eu tout ce temps-là qui a été assez éprouvant, où on avait l'impression de flotter dans un monde parallèle avec mon compagnon. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que notre bébé est mort in utero. Et on n'a pas eu à prendre de décision, on n'a pas eu à se positionner, mais par contre, on a traversé toutes ces semaines un peu de difficultés, quoi, de vraiment une sacrée épreuve. On est face à une décision qui va largement au-delà des décisions du quotidien qu'on peut faire. On va se dire, tiens, je vais peser le pour et le contre. Là, c'est vraiment quelque chose qui touche tellement intérieurement que ça bouleverse vraiment le quotidien. Et du coup, dans ces arrêts de grossesse, qu'est-ce qui a été le plus lourd à porter pour toi? Tu as parlé de culpabilité, tu as parlé de honte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors avec plaisir, parce que justement, ces émotions-là, la honte et la culpabilité, elles ont été très très présentes chez moi.
Je pense que la honte s'est rajoutée et a été vraiment importante du fait de ce que je partageais juste avant, c'est-à-dire d'être déjà dans un parcours de difficulté, de pas parvenir à avoir un enfant, de pas parvenir à tomber enceinte, en tout cas de pas le savoir. Puisqu'après coup, j'ai compris qu'en fait, si ça se trouve, je tombais enceinte très régulièrement, peut-être même tous les mois, mais c'est juste que je faisais très certainement des fausses couches très précoces. Ça, on l'a compris plus tard avec un professionnel de santé qui avait identifié un problème hormonal. C'est vrai que très souvent, quand on a envie d'avoir un enfant, ben, ça s'inscrit dans une période où notre entourage aussi peut-être on est avec des personnes du même âge, où ben, du coup on nous annonce des grossesses, il y a beaucoup de joie autour de nous, il y a des foyers qui se construisent, qui commencent, et puis il y a cet échec qui revient. La réalité, quand on est dans un parcours de difficulté pour avoir un enfant, c'est qu'on y est confronté tous les mois, vraiment, de manière frontale, de manière physique, avec ce sang qui s'écoule, ces menstruations. Et ça, en tout cas, c'est vraiment ça qui spécifiquement a généré beaucoup de honte, comme une forme de moi je suis incapable, moi je n'y arrive pas, moi je. Donc c'est très autocentré, hein, mais parce que comme en fait le sujet de ma vie c'était vraiment d'avoir un enfant, c'était vraiment complètement, j'étais omnibulée par ça. Donc c'est-à-dire que tous les événements que je vivais dans ma vie étaient lus, en tout cas étaient vécus via ce prisme-là. Et c'est pour ça que le niveau de honte était, était incommensurable. Et la façon dont tu le vivais, c'était vraiment une honte tournée vers toi? C'était pas t'incluais pas du coup ton compagnon dedans? Ah oui, non, c'était vraiment moi, ouais. C'est vrai que j'incluais pas du tout, j'incluais pas mon compagnon. Et après, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, en plus, les 2 bébés que j'ai perdus, c'était avec 2 compagnons différents. Donc, il se trouve que avec le premier compagnon, on peut jamais savoir à quoi on attribue vraiment une rupture, mais on s'est séparés après cet événement, quelques mois après. Donc, je peux pas dire que c'est uniquement lié à cet événement-là qu'on s'est séparés, mais quand même, c'est quand même survenu plusieurs mois après, et c'est vrai qu'après, nous, on n'en a pas trop reparlé, on l'a pas évoqué à l'extérieur, on l'a pas évoqué avec des amis, mais aussi parce qu'on n'en avait pas parlé, puisque ça correspondait au premier trimestre de grossesse. Donc ça crée une espèce d'espace comme ça où on vit quelque chose dans une intimité, mais sans trop en parler, et voilà. Je pense que effectivement, le fait que après, ça se soit reproduit avec un autre compagnon, donc sous une autre forme, hein, et dans une autre histoire, bien sûr. Moi, je restais toujours aussi dans ce projet d'avoir un enfant, de fonder une famille. Et du coup, je me sentais toute puissante, quoi. Donc, toute puissante aussi dans ma responsabilité sur ce qui m'arrivait. Et c'est pour ça que je pense que j'incluais pas mon compagnon. Ouais. Ouais, je comprends, ça fait du sens. Et du coup, en fait, ce qui m'est venu en tête quand tu as mentionné là juste à l'instant, le fait d'avoir vécu ça vraiment, en cercle fermé, ton compagnon et toi, il y a cette pensée, encore trop présente, je trouve, de se dire que, finalement, après les 3 mois, ça va. Il y a plus cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête et que, bah, il peut plus rien se passer après ces 3 mois et donc en fait, pendant ces 3 mois-là, on le vit vraiment, de manière isolée et je sais pas, moi ça me gêne beaucoup ça parce que du coup, bah, j'ai aussi évolué, entre ma première grossesse, le bébé que j'ai perdu entre-temps et du coup, ma 3e finalement maternité par rapport à ça. J'étais au début très dans: «Il faut pas le dire», voilà et vraiment, ma dernière grossesse, je me suis dit: «Mais si en fait, parce que si ça m'arrive à nouveau, j'ai envie de pouvoir aussi le partager, j'ai envie de pouvoir être soutenue». Qu'est-ce que tu en penses toi? Écoute, c'est effectivement un des sujets qui est important pour moi, cette question de entre guillemets l'injonction, ou en tout cas cette us et coutume qu'on se transmet de silencier la grossesse qui est déjà là, mais surtout voilà. Alors je sais pas, quelquefois il y a des notions de superstition, il y a des notions de et puis il y a tout simplement cette notion de on a tellement intégré que effectivement le risque est avant le premier trimestre que surtout non. Alors que au final, moi, ce que je défends en tout cas et que j'ai vraiment envie de partager, c'est que pour moi, le fait de ne pas en parler, effectivement, quand on tombe enceinte au premier trimestre, ça amplifie la solitude des couples, des familles, quand elles traversent le deuil périnatal. Pourquoi ça ? Parce que
On se retrouve, en tout cas moi dans mon premier cas, je me suis retrouvée dans une situation où on en a quand même parlé à quelques amis, mais on se retrouve à annoncer en fait les deux à la fois. Donc on a pu avoir des réactions très belles d'amis qui étaient presque heureux en disant ah mais on savait pas que vous aviez ce projet, c'est trop chouette, c'est trop beau. Et en même temps, c'est complètement décalé puisque nous, on est dans une souffrance et en même temps, eux, ils reçoivent aussi cette ambivalence en même temps, au même moment. Donc, moi, je pense qu'en fait, ça dépend vraiment de l'envie de chacun, mais que c'est ici qu'il faut se sonder et pas depuis l'injonction ou de ce qu'on nous a dit de voilà, si vraiment on a envie d'avoir, parce qu'il y a un côté aussi magique de vivre en cercle fermé, en duo, cette nouvelle en fait, il y a quelque chose d'un peu précieux et d'écrin qui voilà qui est en train de se développer, donc c'est aussi très beau. Moi je dis pas il ne faut pas, mais je pense que c'est important de vraiment se sonder et de voir si ça part d'une peur qu'on nous a refourguée ou si c'est vraiment un souhait aussi qui peut être tout à fait beau quoi, et légitime. Ouais, je suis complètement alignée avec toi. Et du coup, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais eu besoin d'entendre qui t'aurait aidé? Au moment où Où tu as perdu tes bébés? je pense que c'est exactement cette question des mots toujours qui peuvent marquer. Quelquefois, déjà, moi, la première chose, c'est, je me dis que quelquefois, la présence, elle peut être aussi en silence. Et elle peut être très forte et très puissante par tout simplement une écoute, sans chercher tout de suite à sauver ou à trouver des conseils ou à trouver des phrases réconfortantes. Quelquefois, la présence juste physique, elle est hyper importante. Après, pour l'entourage, c'est aussi très difficile parce que quelquefois, on ne se rend pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je me suis pas forcément tout le temps aussi rendue très accessible sur ce sujet parce que je baignais dans ma honte, donc c'était assez compliqué. Mais ce que je vois avec le recul, c'est qu'effectivement, une présence et une écoute et aussi une reconnaissance du vécu. C'est-à-dire que si vraiment on doit avoir une phrase, c'est plutôt une phrase du type ça doit être très difficile ou je comprends que tu sois triste ou peut-être j'aurais moi aussi aimé le connaître et ne pas éviter de nommer si par exemple les parents donnent un prénom à leur bébé. Voilà, on a tendance à tout de suite mettre un peu en retrait, là où finalement entendre parler de ce bébé, c'est aussi célébrer son existence et reconnaître qu'il a vraiment existé. Parce que même dans la tête des parents, quelquefois, c'est très confus, pas confus, où on se dit, ben, c'est faux, je me suis raconté une histoire. Mais ça reste quand même un deuil très abstrait parce que ce bébé n'a été connu par personne, en fait, à part le cocon. Mmh. Est-ce que tu te souviens quand tu étais, vraiment dans le creux de la vague, qu'est-ce qui t'a aidé, même un tout petit peu, à te dire, «Bah, je continue à avancer»? Alors, ce qui m'a aidé vraiment, je pense que c'est le fait qu'on soit très connectés. Donc, on a eu beaucoup de chance dans notre couple, parce que aussi ça, c'est un sujet que je remarque dans les échanges après les projections de notre film. C'est qu'effectivement, il y a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est un cocon, mais quelquefois c'est pas un cocon aussi parce qu'on n'arrive plus à se parler. Au sein du couple, il peut arriver qu'on évite ce sujet, que ça amène de la tension ou de la tristesse ou trop d'émotions. Moi, je crois que la première chose, c'est ça, c'est qu'on a vraiment eu une chance énorme, tous les deux, c'est d'être, là je parle vraiment de mon deuxième bébé, d'être vraiment très soudés et on a traversé ça ensemble. Et ça, c'était le premier endroit où du coup je me sentais aussi en sécurité affective, un endroit aussi où je pouvais nommer des choses, où je pouvais m'effondrer, où je pouvais aussi rire sans être gênée de rire, ou pouvoir aussi faire de l'humour, pas sur la situation, mais continuer aussi à avoir des espaces où on se connecte au vivant, à la vie, parce que voilà, ça peut vite être enfermant. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue. Et après, les autres endroits, moi, je joue de la musique, et donc effectivement, c'est le fait d'être avec mon instrument, le fait de faire des balades dans la nature. C'est des endroits où on n'est pas trop connecté au temps, c'est des endroits où on n'est pas, voilà, dans un espace-temps où il y a des deadlines et qui du coup me ramenaient à quelque chose de beaucoup plus grand et qui me faisait du bien. Ouais. J'aime beaucoup en fait, ce que tu as mentionné par rapport au couple. Je trouve que c'est un élément effectivement, très important
Et je me demande en fait, est-ce que pour vous ça s'est fait tout naturellement? Parce que je vois très bien aussi la scission en fait que ça peut, provoquer parce que finalement, chacun peut se retrouver dans sa propre tristesse à ne pas savoir comment la communiquer, à l'autre, vouloir éviter de faire souffrir l'autre et donc du coup, bah, un peu s'enfermer dans sa propre bulle, d'où, bah, peut-être, les chemins qui peuvent, prendre des orientations, différentes. Comment ça s'est passé pour vous? C'était vraiment naturel ou est-ce que, vous en avez parlé en vous disant: «Ben, finalement, on veut cheminer ensemble et donc on va aussi se forcer à communiquer»? Mmh. Là, ce dont j'ai parlé, c'est vraiment ce que tu décrivais au creux de la vague, quand je venais d'avoir l'annonce, quand on venait de traverser ça, c'est-à-dire, tous ces mois qui ont suivi, peut-être 5-6 mois qui ont suivi où on était très, très, connectés et après, est arrivé un moment où, ça a plus du tout été ça, mais ça a plus du tout été ça de mon point de vue, parce que pour moi, ça a commencé à être trop violent parce qu'autour de moi, on commençait à m'annoncer encore de nouvelles grossesses. Et là, j'ai complètement perdu pied. Et à ce moment-là, bah, mon parcours, ça a vraiment été un arrêt total. J'étais à l'arrêt total, je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien faire. J'étais devenue une sorte de... Oui, j'attendais en fait que la vie passait comme ça. Si bien qu'après, j'ai eu vraiment un besoin d'aide médicale où j'ai été dans une clinique de repos pour vraiment retrouver des repères, retrouver un rythme quotidien. Et à ce moment-là, on était forcément toujours connectés avec mon compagnon, mais par contre, on n'était plus dans la même connexion. Avant, on était dans la connexion où on traverse ensemble. Moi, j'avais énormément de gratitude qu'il soit là, de reconnaissance, il venait tous les jours me voir dans cet endroit, etc. Mais lui, en fait, sa préoccupation première, et c'est ce qu'il aime d'ailleurs que je porte quand je vais dans les projections avec les échanges, c'est le fait que lui, son sujet à ce moment-là, il était plus dans la traversée de on a perdu notre bébé, il était dans la traversée de j'aimerais retrouver ma femme en fait, parce que ma femme est voilà. Donc effectivement, il y a vraiment plusieurs étapes et plusieurs phases. Mais par contre, au tout début, pour répondre à ta question, on n'en a pas spécifiquement parlé. On s'est pas dit ah bah là il va falloir qu'on soit soudés ou on n'a pas mis de mots dessus. Moi, je me souviens que ce soit fait assez naturellement. Et du coup, votre documentaire «Merci pour ta visite», du coup, c'est un projet commun, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'il est arrivé ce projet-là? Effectivement, il y a eu plusieurs étapes. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à me relever. Pendant 1 an, j'étais à l'arrêt total. Après, j'étais encore assez fragile émotionnellement. Et puis, il y a eu ces jalons où après, j'ai eu un enfant vivant, pour le coup, qui est toujours là, qui a 8 ans maintenant. Et puis, il y avait les dates anniversaires qui revenaient tout le temps. Et comme, du coup, moi, j'écrivais déjà des textes poétiques sur les réseaux sociaux, j'écrivais des textes, je partageais à chaque date anniversaire... jusqu'au jour où j'ai écrit un texte qui a vraiment marqué et qui est devenu à mon échelle viral à mon échelle, c'est-à-dire que du coup j'avais pas déjà beaucoup de personnes qui me suivaient, mais là c'était devenu énorme. Je recevais des messages privés, je voyais des personnes qui commentaient publiquement, qui racontaient leur histoire, et ça prenait une proportion où je me suis dit ah mais c'est vraiment un sujet où il y a besoin de partage, où il y a besoin de... Puisqu'en fait, moi, j'avais traversé tout ça un peu seule. J'ai été en clinique de repos, mais ça n'a pas été identifié par rapport au deuil périnatal. Eux, ils ont reçu quelqu'un qui allait très mal. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de suivi spécifique. Donc moi, j'étais un peu isolée du sujet à l'époque et j'avais pas forcément intégré et compris que c'était autant partagé en fait par rapport au nombre de personnes qui vivent ça. Voilà. Et puis après, il y a eu pendant le Covid une période où j'ai proposé, parce que je me disais qu'il y a des personnes qui traversaient ça à ce moment-là, et j'ai proposé d'écrire des poèmes pour les familles qui vivaient ça, pour leur rendre leur histoire sous forme de poèmes, en écoutant ce qu'elles avaient à me partager de leur histoire ou de leur bébé. Ça a été un deuxième jalon, et après, c'est moi qui ai été un petit peu moteur, mais on a eu une acceptation, on a eu un financement favorable, qui était un financement plutôt institutionnel de la CAF, qui validait aussi le côté besoin à l'échelle sociétale pour soutenir la parentalité. Donc là, ça nous a vraiment mis en mouvement. On s'est dit, on y va, quoi qu'il arrive. C'est un super, chouette projet, c'est un très beau documentaire, pour l'avoir vu. Merci beaucoup de me l'avoir partagé et du coup, l'objectif premier, c'est vraiment de soutenir, du coup, les parents et que, ceux qui traversent ça se sentent moins seuls?
C'était vraiment ça. C'était aussi dans l'idée de se dire avant la phase où on peut ressortir de chez soi, peut-être se tourner vers un psychologue ou se tourner vers des groupes de parole. Quelquefois, on n'a même pas l'énergie. Donc, ce documentaire, il est accessible depuis Internet. Donc, c'était aussi l'idée de pouvoir déjà aussi avoir une ressource depuis sa maison, dans la cellule familiale, peut-être pour déclencher aussi de la parole dans le couple ou avec la fratrie, s'il y a une fratrie. Moi, je pensais aussi beaucoup aux professionnels, à la fois les professionnels qui traversent ça, qui sont pas formés, qui du coup sont en souffrance et démunis, mais aussi les professionnels qui sont très investis sur ce sujet, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont besoin de support, de ressources peut-être autres que du document classique avec des chiffres, des statistiques et des cadres un peu juridiques, etc. Donc c'était aussi le deuxième axe. Et puis bien sûr, après, plus globalement, pouvoir sensibiliser sur ce sujet. Est-ce que tu as des retours, du coup, que tu as déjà eus, que tu voudrais nous partager? Oui, alors c'est vrai que quand on part dans un projet comme ça, on a des envies. Et moi, j'avais donc ces 3 cibles en tête et c'est très touchant d'avoir les retours parce qu'il y a eu toute une première partie de tournée là à la rentrée scolaire 2025-2026. Donc il y a déjà tous les premiers retours de ces projections qui étaient à la fois des projections plutôt très institutionnelles avec des professionnels, plutôt intimes qu'avec des familles. Donc on a eu vraiment différents formats, différents types de publics et c'est ces retours qu'on est au bon endroit pour les familles parce qu'on a réussi à mettre en exergue les communs finalement, même si au final on plonge dans une histoire dans notre film, mais de cette histoire on a essayé d'en garder au montage et de porter cette parole qui fait commun dans tous les parcours de personnes qui traversent cette épreuve. On a eu aussi des retours de professionnels qui nous disent qu'effectivement, comme c'est un format court aussi, il fait 32 minutes, ça peut être idéalement un support de formation, puisque ça laisse de la place à derrière, de la pédagogie, de l'échange. Donc on est très content et il se passe des choses très très belles. Moi, c'est vrai que le film, j'aurais pas été en capacité de le faire au moment du creux de la vague. Donc moi, c'est vraiment après mon parcours de résilience que j'ai eu envie de revenir vers la société. Il se trouve que dans les échanges après les projections, je peux toujours être tellement touchée par les retours de femmes qui témoignent, qui nous remercient de faire exister ces bébés et je me dis que voilà, ça nous nourrit, on se dit qu'on est au bon endroit et que ça fait sens. Mmh. Et je te confirme parce que franchement, il a résonné beaucoup, beaucoup, pour moi aussi et j'ai beaucoup aimé le titre que vous avez, choisi, «Merci pour ta visite». C'est aussi, voilà une belle reconnaissance pour, ces bébés qui ont été là et vraiment, le fait de reconnaître qu'ils ont été, là, je trouve que c'est hyper important. Peu importe en fait, le stade auquel on les a perdus, j'ai envie de dire, parce qu'il y a certaines pensées, je pense encore à déconstruire sur le fait que quand on les a perdus tôt, ça va. Non, parce que parfois ça va pas, parce qu'on s'est aussi beaucoup projeté. Donc ouais, j'ai trouvé votre titre, super bien choisi. J'aurais encore plein, plein de questions, à te poser, Coulotine, mais on arrive quasiment à la fin de notre échange, donc je vais terminer avec une dernière. Si tu pouvais dire quelques mots à une personne, qui vit, cette tempête-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui parler de ce temps en fait, de ce temps qui apporte au fur et à mesure par petites, quelquefois c'est par des petites brindilles et petit à petit finalement on se retrouve avec un boni quoi, où on se ressent prêt à être dans le vivant, à avoir des moments chouettes. Mais c'est vraiment ce temps, en tout cas, qui fait du bien et qui permet aussi de se connecter à cet événement autrement. Tu parlais du titre, justement. Merci pour ta visite. Je pense que j'aurais jamais été en capacité de choisir un titre pareil il y a 10 ans. On l'a choisi parce que il y a aussi une question d'un avant et d'un après. C'est une transformation de son chemin de vie, en fait, de traverser cette épreuve-là. Pour moi, c'est vraiment sur le temps, en fait, la douceur et l'empathie et la compassion qu'on peut s'apporter à nous-mêmes. Parce que quelquefois, c'est très très difficile d'intégrer que oui, la vie continue autour de nous et nous on est resté à un point difficile. Donc Mmh. voilà, Et du coup, le temps et chacun sa temporalité finalement, en fait. c'est ça. Pour certains certaines, ça peut être plus rapide que pour d'autres, mais voilà, il y a pas de règle.
Il y a pas de règle. J'ai vu récemment avec les réseaux sociaux, du coup, on a aussi cet espace maintenant pour exprimer qui n'existait pas avant. J'ai vu des mamans qui prennent la parole peut-être 3 mois après, ou même dans les projections. J'ai vu des mamans qui sont dans des démarches, ou même des papas, et qui sont déjà dans une démarche de transformation, etc. Donc effectivement, c'est vraiment unique. Et ça, c'est très bien que ça progresse aussi dans les mentalités dans ce sens-là. Tu parlais de l'âge gestationnel. C'est précieux, en tout cas, la loi autour de la fausse couche de 2022 qui reconnaît aussi que les conséquences psychologiques ne sont pas proportionnelles à l'âge gestationnel du bébé. Donc on avance. Voilà, petit pas par petit pas. Je te dis un grand merci. Merci pour tout ce que tu nous as, partagé. C'est vraiment, très précieux. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci à Kouloutine pour la confiance qu'elle nous a accordée et pour la force de ce qu'elle est venue déposer ici. Si tu traverses ou si tu as traversé un deuil périnatal, j'ai envie de te dire que ce que tu ressens est légitime, même si c'est flou, même si c'est encore très présent, même si autour de toi tout semble avoir repris normalement. Il n'y a pas de bonne façon de vivre ça, pas de bon timing, juste le tien. Et si tu écoutes cet épisode sans l'avoir vécu, mais pour comprendre, pour être là pour quelqu'un, alors je te dis un grand merci. Parce que parfois, ce qui aide le plus, ce n'est pas de trouver les bons mots, c'est juste d'être là, d'écouter, de reconnaître. Si tu aimes Insubmersible, n'hésite pas à en parler autour de toi pour que chaque épisode puisse aller un peu plus loin, trouver celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Je te dis à dans 15 jours et d'ici là, prends bien soin de toi.